Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui est l'une des plus fondamentales qui soit. Est-ce que je peux vraiment savoir qui je suis? C'est une quête vieille comme le monde, une interrogation qui nous touche tous au plus profond de nous. Ensemble, on va explorer cette énigme. Et tout ça, ça commence souvent avec cette phrase hyper célèbre « Connais-toi toi-même ». Elle était inscrite sur le temple de Delphes et Socrate l'a beaucoup reprise. Pour les philosophes grecs, c'était simple, se connaître, c'était le début de la sagesse. Le chemin vers la liberté, en fait. Prendre conscience de ses limites pour pouvoir justement les dépasser. Une idée qui paraît claire comme de l'eau de roche, mais qui cache une complexité folle. Parce que voilà le paradoxe. On passe notre vie entière avec nous-mêmes. Et pourtant, qui n'a jamais été complètement abasourdi par une de ses propres réactions ou par une parole qui lui échappe? Vous savez, ces moments où on se dit « mais pourquoi j'ai fait ça au juste ?» Ces moments révèlent quelque chose de très troublant. On est souvent de parfaits étrangers pour nous-mêmes. Face à cette énigme, Sigmund Freud va proposer une réponse qui a littéralement bouleversé notre façon de voir l'esprit humain. Sa thèse est radicale. Si on est surpris par nous-mêmes, c'est tout simplement parce qu'une part immense de qui nous sommes nous est complètement cachée. Et cette partie cachée, Freud lui donne un nom, l'inconscient. Attention, ce n'est pas juste ce à quoi on ne pense pas à un instant T. Non, c'est un territoire immense de notre psyché, une sorte de monde souterrain rempli de désirs, de souvenirs, de pulsions qui échappent complètement à notre contrôle. Et pourtant, ce sont eux qui tirent les ficelles. Mais pour Freud, ce n'est pas qu'une simple théorie, une idée en l'air. Non. Pour lui, l'existence de cet inconscient est une hypothèse nécessaire d'un point de vue logique. Il faut qu'il existe. Et la raison derrière ça, elle est vraiment fascinante. Son idée, c'est que notre conscience est pleine de trous, de lacunes. Pensez-y, les rêves, les lapsus, les idées qui semblent sortir de nulle part, tout ça n'a aucun sens si on s'en tient juste à la conscience. C'est complètement incohérent. L'inconscient devient alors nécessaire pour relier les points, pour donner un sens à tous ces actes qui nous paraissent irrationnels. C'est la fameuse image de l'iceberg. L'inconscient, c'est l'énorme partie sous l'eau, qui explique les mouvements de la petite pointe visible. D'accord, mais alors, une question se pose tout de suite. Comment ces pensées, ces désirs se retrouvent-ils bannis de notre conscience? Est-ce que c'est un processus passif qui se fait tout seul ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus actif? Freud répond à ça avec un concept qui est absolument central dans sa théorie, le refoulement. Et c'est tout sauf passif. C'est un mécanisme de défense très actif, une sorte de police de la pensée qui expulse et maintient de force hors de la conscience les désirs et les souvenirs qui sont jugés inacceptables ou traumatisants. Pour bien faire comprendre, Freud utilise une analogie très parlante. Imaginez une salle de conférence. Cette salle, c'est notre conscience. Tout à coup, un perturbateur, un désir inacceptable, se met à faire du bruit et à tout interrompre. Pour que la conférence puisse continuer, qu'est-ce qu'on fait? On l'expulse. Ça, c'est le refoulement. Mais ce n'est pas fini. Une fois dehors, on poste des gardes devant la porte pour être sûr qu'ils ne puissent pas revenir. Et ça, Freud l'appelle la résistance. Et le point crucial, il est là. Le perturbateur qu'on a mis dehors, il n'a pas disparu. Il est toujours derrière la porte, il continue de frapper, de crier. Le désir refoulé, c'est pareil. Il continue d'agir depuis l'inconscient, mais il va revenir de manière déguisée, méconnaissable. Par exemple, sous la forme d'un symptôme, d'une angoisse, d'une obsession. Une souffrance qui, elle, est bien réelle. Et tout ça nous amène à une question encore plus profonde, encore plus déstabilisante. Si une partie de nous est constamment censurée, alors qui est vraiment le pilote dans l'avion? Qui est cette voix qu'on entend dans notre tête et qu'on appelle « moi » ? La réponse de Freud, là encore, est assez vertigineuse. Ce « moi » que l'on pense être le grand chef n'est en fait qu'un simple médiateur, un négociateur coincé au milieu d'un conflit permanent entre des forces qui le dépassent complètement. C'est une seule voix qui essaie de gérer un chaos sans vraie porte de sortie, sans ouverture. Ce conflit, il oppose trois camps. D'un côté, il y a le ça, qui est le réservoir de nos pulsions les plus brutes, celles qui veulent tout, tout de suite. De l'autre, le surmoi, notre juge intérieur, le censeur moral qu'on a hérité de nos parents et de la société, et qui lui vise une perfection souvent cruelle. Et au milieu de tout ça, il y a le pauvre moi qui essaye tant bien que mal de trouver un équilibre tout en tenant compte de la réalité. Et c'est souvent le surmoi qui pose le plus de problèmes. Il nous bombarde d'interdits, d'idéaux à atteindre, des exigences tellement élevées qu'elles sont quasi impossibles à satisfaire. Résultat, on se retrouve dans un état de tension et de culpabilité constant. Freud prend l'exemple d'un commandement culturel et moral qu'on connaît tous, « aime ton prochain comme toi-même ». Pour lui, c'est une exigence psychologiquement irréaliste. Pourquoi ?
parce qu'elle ignore complètement notre tendance naturelle à l'agressivité. Elle nous met donc dans une situation impossible qui génère soit de la révolte, soit ce qu'il appelle une névrose. Voilà le tableau final de notre psyché selon Freud. Le moi n'est pas du tout roi en son royaume, c'est plutôt un pauvre serviteur qui doit essayer de satisfaire 3 maîtres tyranniques en même temps. Les pulsions aveugles du ça, les exigences rigides du surmoi, et par-dessus tout ça, les dangers du monde extérieur. C'est une position tout simplement intenable. Alors, qu'est-ce qu'elle devient notre belle idée de départ du « connais-toi toi-même » ? Eh bien, dans cette perspective, ça ne peut plus être une simple introspection. Juste regarder en soi ne sert pas à grand-chose, puisque la plus grande partie de ce que l'on est reste invisible à notre propre regard. La connaissance de soi, ça devient donc autre chose. Un travail d'archéologue, un lent et difficile déchiffrement de tous les indices que l'inconscient laisse derrière lui dans notre vie. C'est une véritable enquête pour essayer de comprendre les motivations cachées derrière nos actions et surtout derrière nos souffrances. Et ça nous laisse avec une toute dernière question. Une question vertigineuse qui résume tout le défi de la pensée freudienne. Si notre conscience, notre « moi » n'est pas le véritable maître à bord, alors qu'il est